Je maintenant la séance. Bienvenue à la réunion numéro 2 du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes. We recognize that we meet on the Nous reconnaissons que nous nous réunissons sur le territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. La réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride, conformément au règlement. J'aimerais rappeler aux participants les points suivants. Je vais attendre que je vous reconnaisse par votre nom avant de prendre la parole. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône du microphone, mais nous n'avons pas de participants par vidéoconférence. Tout commentaire devrait se faire par l'entremise de la présidence. Si vous êtes dans la pièce, si vous voulez prendre la parole, levez la main. Alors, conformément à la motion adoptée le mardi 23 septembre 2025, le comité reprend son étude de l'impact de la politique d'immigration sur les soins de santé et les obstacles à l'intégration des professionnels formés à l'étranger. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins du ministère de la Santé, ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel. Elle est accompagnée de fonctionnaires du ministère de la Santé, sous-ministre Greg Oringsack, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des politiques de la santé, Jocelyn Voisin, directrice exécutive, groupe de travail sur les ressources humaines en santé, Michel Owen. Également, l'honorable Lena Metleb-Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Avec elle, ses fonctionnaires, sous-ministre adjointe principale, politique étrangère, Louise Baird, et sous-ministre adjointe, programme économique, Saigun Park. Mesdames les ministres, vous disposez chacune de 5 minutes pour votre allocution. Ce sera donc une réunion en continu. On aura 5 minutes, ensuite on passe à la période de questions des députés. Alors, je vous accorde 5 minutes et si vous dépassez les 5 minutes, je vais vous interrompre pour dire que le temps file. Et on va vous demander de terminer votre allocution. On donne la parole à la ministre. Thank you, membre du comité. Thank you for inviting me today. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci pour le travail important que vous faites en tant que comité. Aujourd'hui, dans le cadre de votre étude sur l'accréditation internationale et l'intégration des professionnels de la santé formés à l'étranger dans le système de santé canadien. Canada's strength comes from... L'atout du Canada provient de ses citoyens et notre santé, c'est la pierre angulaire de notre réussite. Partout au pays, notre système de soins de santé continue à faire face à des pressions importantes. Alors que l'offre de professionnels de la santé augmente, la demande augmente encore plus rapidement. Bon nombre de professionnels veulent contribuer à la réussite du pays, mais font face à des processus de reconnaissance de lettres de créance très compliqués. À peu près un tiers des professionnels formés à l'étranger sont employés à l'extérieur de leur profession. En matière de main-d'œuvre et une occasion manquée de renforcer l'accès aux soins pour les Canadiens. C'est également un appel à l'action pour tous les niveaux de gouvernement. Ensemble, nous pouvons faire davantage pour aider ces professionnels à mettre leurs compétences au profit du Canada plus rapidement et plus efficacement. Et justement, notre gouvernement passe à l'action. Dans le tout récent budget de 2025, nous avons annoncé la création du Fonds d'action pour la reconnaissance des titres et compétences étrangers, doté de 97 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2026-2027. Ce fonds vise à aider les immigrants qualifiés à faire reconnaître plus rapidement leurs titres de compétences professionnelles, en particulier dans les secteurs à forte demande comme les soins de santé et la construction, et ceci en collaboration avec les provinces et les territoires. L'objectif étant de libérer le potentiel économique des immigrants en réduisant le sous-emploi causé par les obstacles au diplôme.
This is work the federal government. C'est un travail que le gouvernement fédéral doit faire en coopération avec d'autres, avec des provinces et des territoires. J'ai récemment rencontré mes homologues des provinces et des territoires. Nous avons tenu des discussions pour voir comment nous pouvons aplanir des obstacles et permettre à ces professionnels de se joindre à la main-d'œuvre. Les provinces et les territoires travaillent d'arrache-pied pour mettre sur pied des programmes novateurs dans leur propre juridiction. Et nous voyons des bons résultats partout au pays. Le gouvernement fédéral signe actuellement des ententes avec des collèges pour attirer des professionnels formés à l'étranger. L'Alberta a vu de nouveaux médecins qui sont joints au marché du travail. La Colombie-Britannique simplifie le programme pour accepter des professionnels des États-Unis. L'Ontario a un programme similaire. Je pourrais vous donner bon nombre d'exemples de ce que nous pouvons faire lorsque nous nous réunissons comme pays. Ouvert nos portes aux gens d'ailleurs. Le Canada incarne les valeurs auxquelles le monde aspire. Parce que nous sommes Canadiens, nous prenons soin les uns des autres et nous veillons les uns sur les autres. Lorsque les Canadiens sont en bonne santé, ils peuvent prendre soin de leur famille, contribuer à leur communauté et maintenir la vigueur de notre économie. By working together, en travaillant main dans la main, nous pouvons rejoindre davantage de professionnels formés à l'étranger pour miser sur leurs compétences. Il vous reste 30 secondes. Ainsi, les Canadiens vont obtenir les soins qu'ils méritent. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ministre Diable, la parole est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue. Plutôt bonjour. Les Canadiens s'attendent à avoir un accès rapidement à des soins de santé de qualité, mais partout au pays, les collectivités ont du mal à trouver les médecins et les infirmières dont elles ont besoin. Bien que la prestation des soins de santé relève des provinces et des territoires, l'immigration soutient ces efforts en aidant à intégrer plus rapidement des professionnels qualifiés dans le système. L'immigration ne suffira pas à elle seule à relever ce défi, mais elle constitue un élément essentiel de la solution pour renforcer les soins prodigués aux Canadiens. Cette réunion n'est pas enregistrée. On va suspendre un instant, s'il vous plaît. On va essayer de régler le problème. Le public ne peut pas voir cette réunion. This. No, but it's not working. Oh. Il y a un ralentissement de l'Internet. Ce n'est pas sur Parview, mais c'est sur la télévision. Essentiellement, les conservateurs ont donné leur aval pour reprendre. Madame Larouche, est-ce qu'on reprend la réunion? Est-ce que ça vous convient? Très bien. Très bien, nous reprenons. Ministre Diable, je vous redonne 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, cher comité, chers collègues. Les Canadiens s'attendent à avoir un accès rapidement à des soins de santé de qualité, mais partout au pays, les collectivités ont du mal à trouver les médecins et les infirmières dont elles ont besoin. Bien que les prestations des soins de santé relèvent des provinces et des territoires, l'immigration soutient ces efforts en aidant à intégrer plus rapidement des professionnels qualifiés dans le système et plus rapidement. L'immigration ne suffira pas à elle seule à relever ces défis, mais elle constitue un élément essentiel de la solution pour renforcer les soins prodigués aux Canadiens.
clair, attirer les meilleurs talents du monde, tout en maintenant des niveaux d'immigration durables et adaptés aux capacités du Canada. Dans le domaine de soins de santé, cela signifie travailler avec les provinces et les territoires pour attirer et retenir les professionnels sur lesquels les Canadiens comptent chaque jour. Both temporary and permanent immigration. L'immigration temporaire et permanente contribue à répondre à ces besoins. Par exemple, grâce à la stratégie mondiale en matière de compétences, mon ministère aide les employeurs canadiens à recruter plus rapidement des travailleurs hautement qualifiés. Conçue à l'origine pour le secteur technologique, cette stratégie permet également de pourvoir plus rapidement des postes essentiels dans le domaine des soins de santé, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmiers autorisés ou de leurs conjoints qui bénéficient d'un traitement accéléré de leur demande de permis de travail. Des milliers de travailleurs et travailleuses qualifiés qui ont bénéficié de ce programme sont désormais des résidents permanents et contribuent à notre main-d'œuvre et à notre collectivité. Notre nouvelle stratégie d'attraction des talents internationaux s'appuie sur ces efforts en positionnant le Canada de manière à répondre aux besoins stratégiques du marché du travail et en aidant les employeurs à recruter plus rapidement des travailleurs hautement qualifiés dans des secteurs tels que les soins de santé, construction, technologies émergentes, l'IA. Cette approche ciblée permet d'attirer l'expertise mondiale là où elle est la plus nécessaire pour renforcer la main-d'œuvre et l'économie du Canada. Également un rôle essentiel dans le bassin de talent du secteur des soins de santé au Canada, avec près de 60 000 d'entre eux qui suivent actuellement des programmes liés aux soins de santé. Grâce au programme de permis de travail post-diplôme et à d'autres volets de travail temporaire, beaucoup acquièrent une expérience canadienne et choisissent de rester, mettant leurs compétences et leurs connaissances au service des communautés de tout le pays. Federal and provincial permanent residence programs are helping more health Les professionals. programmes fédéraux et provinciaux de résidence permanente aident davantage de professionnels de la santé à s'installer au Canada. Plus de 11 000 sont arrivés en 2024 et 8 000 autres jusqu'à présent cette année. Le système Entrée Express et les programmes des candidats des provinces contribuent à renforcer et à rendre plus résiliente la main-d'œuvre dans le secteur de la santé à l'échelle du pays. Avec des objectifs d'admission plus élevés pour les candidats des provinces en 2026, les provinces sont en mesure d'accueillir des professionnels de la santé prêts à exercer pour soutenir leur collectivité. Une partie de l'équation. Mon ministère travaille avec Emploi et Développement social Canada, les provinces, les territoires, les organismes de réglementation, afin d'harmoniser les voies d'accès à l'immigration avec la reconnaissance de titres de compétences. Le modèle régional d'octroi de permis adopté dans le Canada atlantique montre comment la collaboration réduit les obstacles et aide les professionnels qualifiés à commencer à travailler plus rapidement. We're taking a balanced approach to immigration. Nous adoptons une approche équilibrée en matière d'immigration qui renforce notre économie, respecte les capacités des communautés, rétablit l'équilibre et la confiance dans le système. Cela inclut le soutien aux communautés francophones en accueillant davantage de professionnels de la santé qui vivent et travaillent en français. 1 minute. Chaque infirmière, médecin et professionnel de la santé qui choisit le Canada renforce notre système de santé et les communautés desservies. Forward for questions. Thank you very much, Minister. Merci beaucoup, Madame la ministre. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Première ronde de 6 minutes. Les 6 minutes comprennent la question et la réponse. Alors, si tout le monde peut être aussi concis que possible, nous pourrons arriver à faire entrer beaucoup de questions facilement. Je vais donc commencer. Oh, juste avant qu'on commence, est-ce que c'est un rappel au règlement? C'est pour une clarification. Les ministres peuvent tous les deux être ici pendant les 2 heures? Oui, très bien. Les choses peuvent changer. Je voulais une confirmation. Merci. Commençons. 6 minutes. Monsieur Maison, du Parti conservateur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames les ministres. Qui est responsable de faire en sorte que les niveaux d'immigration correspondent à la capacité en santé? C'est vous, Madame Diab, ou Madame Michel? Donc, certainement, en tant que ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, mon rôle, idéalement, est bien compris, et c'est de gérer notre système d'immigration
Nous avons établi un plan et des niveaux. C'est quelque chose que nous faisons annuellement. Nous avons donc des cibles pour la résidence permanente, les résidents temporaires, et nous avons maintenant une stratégie d'attraction et une stratégie ciblant les francophones. Mais qui est responsable des niveaux d'immigration et de veiller à ce qu'ils correspondent à la capacité en santé? C'est l'une de vous? Donc, la façon dont ça fonctionne, l'immigration, c'est une responsabilité partagée de ressort fédéral, provincial et territorial. Donc, nous travaillons avec ces partenaires pour arriver à nos cibles. Madame Diab, considérez-vous que la capacité existante en santé est considérée lors de l'établissement de niveaux d'immigration? Nous avons beaucoup de consultations. J'en ai fait moi aussi tout l'été. Et dans cela, nous tenons compte des points de vue des intervenants du secteur. Donc, vous en tenez compte, bien sûr. Tout est pris en compte. Combien de patients pouvons-nous accueillir dans le système cette année? La question n'est pas juste pour nous à l'immigration. Mais Madame la ministre, vous avez dit que vous le considérez, donc vous avez dû faire une analyse. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est que nous tenons beaucoup de consultations chaque année lors de l'établissement des cibles pour la résidence permanente et les résidents temporaires. Et nous tenons en compte de tous les points de vue des intervenants, notamment des provinces, des territoires, des municipalités, des économistes et de nombreuses personnes dans différentes industries. Savez-vous si votre ministère fait cette analyse? Est-ce que l'analyse pour les niveaux d'immigration se fait? Les renseignements que nous avons liés au système de soins de santé viennent des provinces. Nous posons des questions sur la capacité à nos homologues provinciaux. Ils fournissent certains renseignements, mais nous avons entendu, principalement dans les consultations, que les gens voulaient utiliser l'immigration pour faire venir des professionnels de la santé. Donc, vous ne savez pas combien de patients de plus peuvent être accueillis. Et ça, en fonction de toutes les analyses que vous avez faites. Aucune analyse ne permet de déterminer combien de patients peuvent être accueillis avec l'immigration. La réponse est assez claire. Les consultations exhaustives que nous avons faites partout au pays ont porté sur la question principalement de savoir comment IRCC peut faciliter et ouvrir des chemins qui peuvent faire venir des professionnels de la santé. Mais c'est pas ça que je demandais, donc je vais passer à la prochaine question. Vous devez permettre à la témoin de répondre. Elle n'a pas répondu, donc je vais passer à autre chose. Madame Diab, combien de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille au Canada maintenant? Je vais poser la question à la santé. C'est une question provinciale. Je suis de la Nouvelle-Écosse et j'étais députée de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des chiffres qui sont suivis à l'échelle provinciale. Je crois que le comité le sait, comme la plupart des Canadiens. Je suis ministre fédérale. Donc, vous ne savez pas? Je peux aller sur le site web et vérifier pour vous si vous le voulez. Madame Michel, combien de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille? Juste un chiffre, s'il vous plaît. Madame Michel, c'est à vous que je pose la question. Environ 6 millions. Environ 6 millions, 5,7 millions. Madame Diab, le gouvernement prévoit accueillir plus de 450 000 résidents permanents au Canada cette année. Pouvez-vous confirmer que chaque nouvel arrivant admis dans le cadre du plan d'immigration aura accès à un médecin de famille, oui ou non? Donc, le chiffre n'est pas exact. Notre cible de résidents permanents pour 2025 est de 325 000. Mais peut-être que vous devez reposer la question, s'il vous plaît. Pouvez-vous confirmer que tous les nouveaux arrivants au Canada qui sont admis dans le cadre de votre plan d'immigration auront accès à un médecin de famille à l'arrivée, oui ou non? Bien, nombre de ces personnes sont eux-mêmes des médecins, des infirmières, des fournisseurs de soins de santé qui sont ici pour être au service des Canadiens. Madame Diab, il vous reste 40 secondes. Savez-vous que la population canadienne est en croissance plus rapide que l'approvisionnement en médecins de famille, oui ou non? Nous avons une population de plus de 41 millions de personnes.
Je ne pense pas que nous avons 41 millions de médecins. On parle de l'approvisionnement en médecins. Et donc, on admet, vous faites venir plus d'immigrants qu'il y a de médecins de famille qui peuvent les servir. C'est ça? Nous pouvons demander aux analystes de nous sortir des statistiques là-dessus. Donc, quand la population croît plus rapidement que le nombre de médecins de famille, l'accès aux soins de santé s'empire. Vous êtes d'accord? 5 secondes, s'il vous plaît. Je pense que ça dépend de l'âge, de la santé de chacun. Je suis allée à plusieurs pays dans le monde où ce n'est pas une question d'avoir un médecin. Il y a beaucoup de centres de soins collaboratifs aussi. Merci, Madame la ministre. J'aimerais que les membres du comité se rappellent que quand on pose une question, il faut laisser à notre interlocuteur le temps de réponse. Nous allons maintenant passer à M. Eyolfson des Libéraux. Vous avez 6 minutes. D'accord. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Mesdames les ministres. J'aimerais avoir de la clarification et que ça vienne de Mme Diab ou de Mme Michel, ça va. Il y a un programme de formation pour visa dans le cadre duquel des étudiants en médecine d'autres pays obtiennent des résidences médicales et c'est entièrement financé par leur pays d'origine. Nombre d'entre eux viennent de l'Arabie saoudite, donc ils arrivent avec leur propre financement. Et leurs parrains vont aussi payer un montant supplémentaire pour financer l'école médicale. Et on a entendu des déclarations selon lesquelles ces étudiants enlèvent des places en résidence à des personnes qui resteraient au Canada pour pratiquer. Est-ce que c'est vrai? Je vais commencer à répondre. Donc, je connais ce programme et je vous dirai pourquoi. Il y a un certain nombre d'années, j'étais à l'hôpital avec un membre de ma famille et j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient. J'ai vu certaines de ces personnes auxquelles vous avez fait référence. Ces personnes sont ici au Canada en train de nous rendre un service formidable. Et si je peux vous dire encore plus précisément ce que j'ai appris en arrivant dans ce poste, mais aussi ce que je savais déjà, mais dont il me manquait les technicalités en tant que Canadienne, ces personnes en formation sont des médecins qui sont parrainés par leur pays d'origine pour venir au Canada, recevoir de la formation dans le cadre d'un programme postdoctoral et d'une entente avec les écoles de médecine au Canada. Nous avons cela même en Nouvelle-Écosse, à Dalhousie, où il y a un excellent programme de formation en médecine. Et ces positions sont financées par ces gouvernements étrangers. Donc, ça, c'est la première chose. Et ces gouvernements couvrent les coûts liés à leur salaire, à tous les autres avantages, à toutes les autres dépenses. Ce n'est pas payé ni appuyé financièrement par aucun fonds de source canadienne, aucun financement de source canadienne. Et je dois aussi ajouter, parce que j'ai vu ce que ces personnes faisaient, ils étaient dans l'unité de cardiologie, ces personnes dont je vous parle. Ils ne font pas concurrence pour des résidences réservées à des Canadiens et des résidents permanents parce que ces places ne sont pas en concurrence, ne font pas l'objet de concurrence et ne font pas partie du système de jumelage pour les diplômés canadiens. Merci. En ce qui concerne le programme de travailleurs étrangers temporaires, nous avons entendu beaucoup d'informations conflictuelles, de points de vue conflictuels. Certains disent que nous en avons trop. D'autres ont dit qu'il y a beaucoup de travailleurs dans beaucoup d'industries, mais particulièrement dans la santé, beaucoup trop de travailleurs étrangers temporaires. Et donc, je pose la question à Mme Michel. On a demandé, réclamé que ce programme soit éliminé. Quels seraient les effets de cela sur les soins de santé et l'approvisionnement en travailleurs de soins de santé si ce programme était éliminé? Très franchement, Madame Diab, peut-être? Donc, les travailleurs étrangers temporaires sont au service des Canadiens
Et il y a certainement une raison d'être de ce programme. Et si je peux vous donner un peu de statistiques, le 30 septembre 2025, 16 000 travailleurs étrangers temporaires avaient des permis valides de travailler dans différentes professions de santé. Certains étaient dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires et d'autres dans le cadre du programme international de mobilité. Et les 3 premiers dans ce programme étaient des spécialistes et des cliniciens et des travailleurs en laboratoire, des aides aux infirmières, des infirmières auxiliaires et des infirmières psychiatriques en psychiatrie. Donc, leurs services nous sont bien précieux et on les en remercie. Et je sais que les Canadiens les en remercient aussi. Merci. Madame Michel, vous parliez de la formation et du financement de formation pour les personnes formées à l'étranger, les travailleurs de santé formés à l'étranger, et pour faire en sorte qu'ils puissent travailler au Canada. Alors, je voulais confirmer si du financement fédéral serait un élément clé dans cette stratégie. Oui. Le financement fédéral est un élément clé de cette stratégie et nous devons travailler avec les provinces et les territoires pour concrétiser le programme. Et donc, je dois aussi vous dire que j'ai déjà parlé avec avec mes homologues et je leur ai demandé de parler avec leur ministre du Travail pour qu'ils puissent collaborer envers la concrétisation de nos objectifs. Merci beaucoup. Monsieur Eliasson, merci. Madame Larouche. Merci beaucoup aux 2 ministres d'être présentes avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Mais j'écoute les échanges depuis le début de cette séance et j'arrive dans cette étude, mais pour avoir lu un peu sur ce qui s'est fait précédemment. Et ce que j'entends, c'est un besoin de ressources pour le système de santé. Et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans un prochain tour, mais un élément qui n'est pas suffisamment abordé jusqu'à maintenant, c'est cette question du sous-financement du système de santé qui fait qu'on ne peut pas payer nos ressources convenablement. J'y reviendrai parce que pour moi, il y a un lien avec l'étude que nous sommes en train de faire, c'est clair. Et on sort d'un vote sur un budget hier où une des demandes que nous avions au Bloc québécois, elle était claire et elle répond aux besoins des systèmes de santé au Québec dans les provinces, c'est la bonification des transferts en santé de 11,5 milliards sur 5 ans. Et malheureusement, notre demande n'a pas été reçue de la part du gouvernement. Maintenant, mes questions, et je vais me tourner d'abord vers Madame Diab. Ça a été abordé par des collègues précédemment, mais j'aimerais vous réentendre parce que c'est quand même important. Comment est-ce que vous garantissez que les seuils d'immigration respectent cette capacité d'accueil du Québec pour la santé, pour l'éducation, pour le logement? J'aimerais que vous reveniez. Comment vous faites une forme d'analyse ou votre ministère fait cette forme d'analyse? Je sais que c'est une compétence partagée puis que vous en parlez avec vos gens à Québec, mais j'aimerais vous entendre. C'est une bonne question, mais pour le Québec, c'est complètement différent des autres provinces et les territoires partout le Canada parce qu'on a l'accord Canada-Québec de 1991. Alors, et on respecte cet accord. C'est pour Québec. Québec a le pouvoir de sélectionner les immigrants économiques, tous les immigrants économiques et les réfugiés réinstallés dans la province. Alors, tous les travailleurs dans la demande de santé et tous autres sont permanents, qui viennent permanente résidence, c'est totalement le pouvoir à la province du Québec. Les nombres et les... En ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des délais de traitement qui sont plus longs que dans le reste du Canada. Autre que cette entente-là que vous me dites, et vous me parlez du Québec différent, mais pourquoi est-ce que les délais de traitement
les dossiers du Québec sont-ils plus longs que dans le reste du Canada? Est-ce que vous parlez des traitements de l'immigration ou les traitements Oui. du santé? Oui, les dossiers du Québec en immigration. Pourquoi est-ce que c'est plus long que dans le reste du Canada? Les nombres sont choisis par la province de Québec et les personnes sont choisies par le... C'est le pouvoir avec la province de Québec. C'est pas le pouvoir, c'est pas avec nous fédéral. Est-ce Ça crée quand même que c'est assez clair? Est-ce que... Non, mais ça crée quand même des délais de traitement plus longs. Puis même si ça relève du Québec, il y a des choses quand même qui pourraient être faites différemment. On pourra en reparler. Est-ce que vous envisagez de redonner, notamment une des solutions, est-ce que vous envisagez de redonner au Québec une marge décisionnelle sur le nombre de professionnels de la santé admis? C'est leur choix, c'est pas le choix de fédéral. Est-ce que Madame Berthe, s'il vous plaît? Oui, je peux ajouter quelque chose. Because Quebec sets its own levels. Puisque le Québec établit ses propres plans et ses propres seuils chaque année, et depuis les dernières années, ils ont baissé ce chiffre relativement plus bas que ce qui leur aurait été permis. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Québec. Il y a donc un délai d'attente plus long parce que les niveaux établis au Québec baissent chaque année. Donc, il y a des places limitées, ce qui mène à un plus grand stock de personnes en attente et de plus en plus de personnes qui souhaitent aller au Québec. Mais là, vous parlez dans vos remarques préliminaires de déployer des moyens pour accélérer les dossiers, mais un peu plus dans le détail, quels moyens immédiatement comptez-vous déployer pour accélérer les dossiers de ces médecins, infirmières et autres professionnels? Alors, quand j'ai parlé, c'est probablement pas correct vis-à-vis Québec. C'est pour les autres provinces et territoires. Quand on parle avec le Provincial Nominee Program, Atlantic Pilot Program, Rural Communities, qui sont dehors le Québec. 30 secondes. Non. Oui? I'm sorry, you cannot hear? Vous n'entendez pas? Exprimé en anglais. Si je peux... seulement une phrase pour le sommaire. C'est le Québec qui sélectionne tous les immigrants économiques. Ils ont totalement le pouvoir de faire ça. Secondes? 30 secondes? Oui, 22. Mais reste quand même que qu'il y a quand même ça complique les choses, évidemment, mais on pourrait y revenir. Est-ce que vous envisagez une voie rapide pour les professionnels en pénurie critique? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Vis-à-vis Québec? Une voie rapide pour les professionnels en santé? Les défis, mais aussi l'opportunité pour le Québec, on doit travailler pas seulement avec toutes les provinces, mais pour le Québec, on fait ce que le Québec veut dans ce domaine. C'est pas pour nous à faire des décisions comme ça. Thank you. I think the time is now up. Merci, le temps est écoulé. Deuxième ronde de 5 minutes. 5 minutes pour les questions et les réponses. On commence avec Mme Conan du Parti conservateur. Vous disposez de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame Michel, puisque beaucoup de collectivités dans ma circonscription et dans d'autres circonscriptions font face à des fermetures d'urgence en raison d'une pénurie de médecins et d'infirmières, pensez-vous que cette pénurie de médecins et d'infirmières crée une situation de crise sanitaire au Canada? Réponse par un oui ou par un non. Réponse. Partout au pays, nous faisons face à des grands défis. Dans des communautés éloignées, c'est encore plus difficile. Est-ce qu'il s'agit-il d'une crise sanitaire?
le réseau de santé fait face à des grandes pressions, particulièrement dans les communautés nordiques et éloignées. D'accord. Madame la ministre, selon le Collège des médecins, le Collège des médecins des chirurgiens du Canada, il y a actuellement 13 000 médecins formés à l'étranger au Canada qui ne travaillent pas comme médecins. Est-ce que ce chiffre est-il exact? Ce chiffre est-il exact? Réponse. Je pense que ce chiffre est exact. Alors, 13 000 ne travaillent pas comme médecins au Canada. Votre mémoire indiquait que 198 000 professionnels de la santé, 42% ou 82 000 n'ont pas de travail dans le secteur médical. Est-ce que ces chiffres sont-ils exacts? Il y a 198 000 professionnels formés à l'étranger, employés au Canada. 60% de ces personnes travaillent dans le secteur pour lequel ils étaient formés. Donc 60% travaillent dans leur secteur. Ou ne travaillent pas dans leur secteur, travaillent dans le secteur. Je n'ai pas entendu la réponse. 60% travaillent dans leur secteur, dans leur secteur. Madame la ministre, beaucoup de médecins formés à l'étranger, beaucoup de médecins formés à l'étranger se sentent floués par le système de santé du Canada. Le gouvernement Alors, ces médecins, est-ce que le gouvernement pourrait prioriser ces 13 000 médecins qui vivent au Canada avant qu'ils décident d'accueillir de nouveaux immigrants, de nouveaux professionnels de santé? Oui ou non? Vous évoquez les médecins qui sont déjà au Canada? Oui. Est-ce que vous allez les prioriser avant d'accueillir d'autres médecins, car le système ne fonctionne pas? Réponse. Je ne pourrais pas dire que le système ne fonctionne pas. Je suis d'accord qu'on essaye de travailler plus rapidement pour renforcer le système. Pour ceux qui arrivent au Canada, nous avons renforcé notre système de préarrivée, donc 13 000. Écoutez, ça fait 12 ans que je suis dans le secteur de l'immigration à l'échelle provinciale et fédérale. Les choses fonctionnent mieux si on compare à il y a 10 ans. Si les professionnels de santé ne peuvent pas travailler dans leur secteur, encore une fois, nous avons renforcé notre système de services préarrivés. Nous travaillons également avec des partenaires pour qu'ils reconnaissent plus rapidement leurs lettres de créance. On travaille avec les provinces et les territoires et également les instances d'octroi de permis. Madame Michel, pour ce qui est du plan d'action pour la lettre de créance, vous dites que ça va coûter 97 000 sur 5 ans. Quelle est la cible annuelle que vous aimeriez atteindre? Je vous demande un chiffre. Combien? Sur 97 millions, quelle sera la cible que vous visez? C'est aux provinces et aux territoires de mener à bien ce programme. Vous savez combien? On pourrait répondre plus rapidement. Votre temps est écoulé. Votre temps est écoulé. Madame Siedou pour le Parti libéral, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question s'adresse à la ministre Michel. Vous étiez à Brampton il y a quelques mois. On est allés ensemble. Je vois qu'il y a 25 millions de dollars qui a été accordé
Ces fonds seront là pour former de nouveaux médecins. Évidemment, la charge de travail sera réduite. Comment ce financement va aider en matière de formation? Merci. C'est une excellente nouvelle. Le budget 2025 a annoncé 5 milliards de dollars pour l'infrastructure en santé. Les gens doivent comprendre que cela vient des provinces et des territoires qui ont fait ces demandes pour les aider à améliorer leur système de santé ou pour bâtir de nouvelles installations. Toronto Metropolitan University, c'est un exemple brillant. C'est en fait 10 milliards de dollars et pas 5 milliards de dollars, car les provinces doivent jumeler ces fonds. Ça va donc aider notre système. Ça va bonifier notre infrastructure. Ça va également aider les communautés éloignées. Et donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. TMU, pouvez-vous... qu'est-ce que vous entendez par TMU? C'est une école médicale. C'est une université médicale. Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît. La ministre Michel répond à cette question. Si vous voulez en parler en aparté, vous pouvez demander qu'on suspende la réunion. Madame la ministre, vous pouvez répondre à la question. Madame la Présidente, j'ai répondu à la question. Merci. Madame Sidou, un investissement fédéral, c'est une question de suivi qui s'adresse à Madame Michel. Alors, il faut que les différents systèmes à l'échelle fédérale et provinciale travaillent ensemble. Comment ces deux éléments peuvent travailler ensemble? Ainsi, on va voir des améliorations, particulièrement dans des régions mal desservies. Vous parlez du 97 millions de dollars que nous avons investis. Eh bien, écoutez, encore une fois, il faut travailler avec les provinces et les territoires pour réussir. Il faut également travailler avec d'autres ministères, y compris EDSC. C'est un travail collaboratif. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous faisons face à des grands défis dans le système de la santé, mais les services de prestation relèvent des provinces et des territoires et nous devons s'associer avec les provinces et les territoires pour avancer. C'est la réalité. Et je dois vous dire que bon nombre de provinces et de territoires déploient des efforts pour renforcer le système, pour accélérer le processus. Nous sommes face à une crise. C'est une crise, on va se le dire. L'Ontario demande au collège en Ontario d'accélérer le processus de lettres de créance. Maintenant que nous faisons face à une crise, nous savons comment gérer les crises. Les gens posent des gestes concrets et le gouvernement fédéral n'a pas les outils. Mais nous avons des gens pour aider les autres à prendre les bonnes décisions. C'est ce que j'ai fait comme ministre de la Santé. Très rapidement, j'aimerais poser une question à Madame Diable pour ce qui est des soins à longue durée. Est-ce qu'il y a un programme accéléré pour les foyers, pour ce genre de foyer? C'est une excellente question. Il faudra que je vous donne une réponse plus précise plus tard. Je n'ai pas la réponse en ce moment, malheureusement. Merci beaucoup. Merci, Madame Sidou. Madame Larouche, vous avez 2 minutes et demie. La parole est à vous. Beaucoup, Madame la Présidente. Je vais me tourner maintenant vers la ministre Michel.
Vous avez parlé dans le tour précédent de votre annonce dans le budget pour les infrastructures en santé. Je me retrouvais dernièrement dans un événement avec des professionnels de la santé, médecins, infirmières, qui disaient que pendant qu'on met de l'argent pour des infrastructures en santé, on ne s'occupe pas des transferts convenablement. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas eu notre demande au Bloc québécois qui était de 11,5 milliards sur 5 ans. Et ces annonces pour les infrastructures, ça fait en sorte que on investit peut-être dans les infrastructures, mais ça prend des gens pour travailler dans ces hôpitaux-là. Ça prend des ressources humaines pour s'occuper des gens dans ces infrastructures. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces professionnels de la santé qui semblent plutôt, douter que ces investissements vont réellement pouvoir aider les gens? Je vais commencer par dire que les besoins dans le domaine de la santé, nous le savons, que ce soit au niveau des professionnels de la santé, que ce soit au niveau des infrastructures, les besoins sont grands. Par contre, je vous dirais, pour revenir sur les transferts que nous avons signés avec l'accord de Québec, Québec a aussi signé sur les transferts de santé que nous avons respectés. Je parle à mon... Sorry, I said 1 minute. OK. Je parle avec mon collègue du Québec qui travaille avec nous correctement et qui sait quels sont les transferts que nous avons pour Québec. Maintenant, pour la question de l'infrastructure, je dois vous dire que M. Legault lui-même, qui est le premier ministre du Québec, avait demandé au fédéral d'aider au niveau des infrastructures et aussi des infrastructures de santé. Donc, nous répondons à la demande de Québec. Madame Michel, et je termine là-dessus. Je reviens sur cette question. Pour pouvoir s'occuper des gens, pour pouvoir avoir des ressources humaines, pour pouvoir prendre soin des gens qui travaillent, à prendre soin des gens, ce n'est pas tant... Ça va prendre aussi une augmentation des transferts en santé et la réponse que vous donnez, ce n'est pas aux attentes et ça ne répond pas aux besoins sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Larouche. I now go to... Monsieur Bailey, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Ministre Diab, il y a 85 000 professionnels de la santé qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé. Un article récent indique qu'il y a des médecins au Canada qui font face à des suspensions ou des interdictions dans d'autres provinces et territoires en raison de mauvaises pratiques. Lorsque quelqu'un ment sur leur formulaire d'immigration, est-ce que c'est considéré comme de la fraude au niveau de l'immigration? Fraude au niveau de l'immigration. Si quelqu'un ment sur leur formulaire d'immigration, évidemment, il y a des processus de sécurité. C'est suite une demande frauduleuse. Est-ce que c'est une mauvaise représentation? Eh bien, c'est l'ASFC qui traite de ce dossier. Un article indique qu'il y avait une enquête qui montre qu'il y a des médecins qui pratiquent suite à des fautes professionnelles. Au cours des 10 dernières années, combien de personnes ont été admises au Canada par le ministère de l'Immigration avec des suspensions ou avec des licences qui ont été révoquées dans d'autres pays? Suspension, révocation, ça c'est traité par d'autres instances de licence et par les provinces. Si vous n'avez pas le chiffre en tête, pourquoi vous autorisez-vous le système qui est frauduleux? Il y a des personnes qui mentent sur leur formulaire d'immigration. Je ne sais pas de quelle personne parlez-vous. Nous sommes ici pour parler de notre système d'immigration. Il y a un article qui indique qu'il y avait un médecin qui a été réprimandé en Floride pour faute professionnelle. Vous pouvez trouver ces médecins sur Google. Pourquoi votre ministère l'a accueilli au Canada? Et vous dites également qu'il y a des manques de ressources au sein du gouvernement. Les dossiers sont traités adéquatement.
par l'IRCC, la SFC, le SRS. Et si ça a trait à des instances de licence, eh bien, on se remet à des instances provinciales et territoriales. Également, les forces d'application de la loi qui relèvent des provinces et des territoires. Est-ce que le ministère de l'Immigration peut examiner les bases de données aux États-Unis ou au Royaume-Uni avant d'octroyer une résidence permanente à une personne qui a fait face à une révocation ou à une suspension? Si une personne qui vient ici pour pratiquer la médecine, ça c'est le rôle de l'instance des licences et les employeurs, les institutions et les hôpitaux. Ça c'est leur rôle. Ils doivent vérifier cela avant que cette personne puisse pratiquer au Canada. Donc on ne vérifie pas. IRCC n'octroie pas un mandat pour vérifier l'arrivée de ces personnes qui font l'objet de fautes professionnelles. Je pourrais relire la question si vous voulez. Allez-y. Merci pour... D'après ma propre expérience en tant que ministre provincial, j'étais en Irlande, au Royaume-Uni. J'ai recruté des médecins et j'ai contacté le collège des médecins, l'hôpital, qui était l'employeur. C'était leur tâche. On était là comme facilitateur du ministère de l'Immigration. Et tout ce travail est fait par les organismes d'accréditation, les employeurs et les hôpitaux. Il y a beaucoup de joueurs lorsqu'on parle du système de santé, particulièrement les médecins. Ce n'est pas l'IRCC qui traite de ce dossier. Il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle. Merci, M. Bailey. Il vous reste 9 secondes. Lorsqu'il y a des réfugiés qui viennent ici, on vérifie leurs antécédents criminels. Mais lorsqu'on recrute des médecins, on se tourne vers les hôpitaux. Merci. Toute personne qui vient au Canada ne serait pas admissible à moins qu'il passe la vérification des antécédents criminels. Ms. Chi. Je passe maintenant aux libéraux. Madame Chi, 5 minutes. Merci. Merci, Madame la ministre. Ma première question est pour Madame Diab, suivie sur la question de mon collègue. Pouvez-vous clarifier les responsabilités fédérales et provinciales en ce qui concerne la vérification et pourquoi il est important pour les provinces de faire cette étude pour les médecins au lieu que ce soit le gouvernement fédéral qui le fasse? Si vous parlez de la réglementation des médecins, je vais plutôt demander, s'il vous plaît, à ma collègue en santé de répondre. Respectueusement à vous et à vos collègues au comité, je suis ministre de l'Immigration, évidemment, j'ai un rôle à jouer, mais je ne suis pas l'organisme d'accréditation, donc c'est peut-être du côté de la santé de répondre. Merci de la question, Madame la Présidente. Donc, ce sont des organismes d'accréditation provinciaux et territoriaux qui sont responsables de la vérification des qualifications des médecins et d'autres professionnels de la santé. Ce que nous avons pu faire pour les aider, c'est plutôt sur le côté de l'échange d'informations et de données. Nous avons pu donner du financement pour l'établissement de registres nationaux. Et donc, ce sont des registres auxquels participent les décideurs provinciaux et territoriaux, ce qui facilite l'échange d'informations sur les personnes qui font des demandes de licence, de permis, mais ça revient aux provinces et aux territoires d'approuver ou non les demandes de permis. Merci. Ma prochaine question est pour Mme Michel. Vous avez fait référence au budget 2025 en ce qui concerne les investissements en santé et l'Association médicale de la santé Canadien
ont accueilli favorablement les investissements dans l'infrastructure, la main-d'œuvre et la modernisation. Ce sont les choses qu'ils demandent depuis un certain temps. Donc, je voulais un peu développer ça et voir ce que ça veut dire pour les Canadiens. Le premier élément, c'est l'investissement de 5 millions dans l'infrastructure. C'est un nouveau financement, une nouvelle initiative dans le cadre d'un Canada fort et c'est le plus grand investissement qu'on a vu dans les 10 dernières années. Donc, comment ce genre de structure permet de cibler le financement et de l'aligner aux investissements à long terme pour moderniser l'infrastructure de santé du Canada? Merci pour la question. Je crois que c'est un bon départ. Et je peux vous dire que toutes les provinces et tous les territoires voient ce financement de manière très positive. Nous avons un certain nombre de projets qui sont déjà prêts, mais qui n'avaient pas de financement. Donc, c'est pour cela que nous allons pouvoir agir rapidement parce que les provinces avaient déjà ces besoins. Alors, c'est une première étape. C'est 5 millions sur 3 ans. Mais qui sait, dans le prochain budget, on pourra peut-être arriver à trouver plus de financement. Et ça serait très utile dans le long terme. Comme vous savez, on a une perte d'établissements ou on a de nombreux établissements qui ont besoin d'amélioration, de mise à niveau. Quand on parle de la capacité de la formation des médecins ou des écoles de médecine, nous avons besoin de plus d'écoles. Mais c'est un investissement qui peut être très important, qui vient des provinces. Mais maintenant, on a un investissement du fédéral qui s'y ajoute et ça nous permettra d'agir plus rapidement. Merci, Madame la ministre. Ma prochaine question porte sur le 97 millions de financement qui est ciblé vers la reconnaissance des crédits étrangers. À quel point est-ce une mesure importante pour renforcer le système de santé? Comme vous savez, nous en avons entendu parler beaucoup à ce comité du nombre de personnes qui sont déjà ici, qui ne peuvent pas entrer dans le système. Je vais corriger un peu relativement ce que j'ai compris de la question précédente quand on parle des gens qui sont ici, mais qui ne sont pas des vrais médecins ou des vraies infirmières. Ce n'est pas le cas. Parfois, il pourrait y avoir quelqu'un qui glisse entre les mailles du filet, mais le nombre de personnes qui arrivent du système de santé avec de l'expérience d'autres pays, ces gens ont besoin de plus de soutien pour rentrer dans notre système. Et donc, ce financement va appuyer les collèges, les associations médicales, en vue de les former et de faire en sorte qu'ils ont les soutiens nécessaires pour arriver à leurs examens et obtenir leur qualification. Je peux vous dire personnellement, la semaine dernière, j'étais avec la Fondation des médecins haïtiens canadiens et ils offrent de l'encadrement aux jeunes qui arrivent de là et qui étaient dans le système de santé et ils les forment afin qu'ils puissent réussir leurs examens. Nous avons des résultats très favorables. Merci, Madame Michel. Mais non seulement avec ce financement, mais nous avons aussi un certain nombre de personnes qui auraient le financement nécessaire pour appuyer ces initiatives. Donc, une nouvelle ronde de questions et nous allons commencer avec M. Strauss des conservateurs pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Je suis heureuse de vous revoir, Madame Michel. Bienvenue, Madame Diab. Mes questions sont pour Madame Diab et le programme intérimaire fédéral. Je comprends que le coût du programme a augmenté de 30 % par année, était rendu à 9 millions de dollars et ce programme couvre les demandeurs d'asile. Et je comprends aussi que les demandes ont augmenté à 400 000 depuis 300 000 l'an dernier. Donc, certaines questions relativement à cela. Vous attendez-vous à ce que ce chiffre augmente, le 900 millions, les dépenses dans le cadre de ce programme et le 440 000 demandeurs d'asile l'an prochain? Est-ce que ça va augmenter? Je voudrais clarifier, Monsieur le ministre. Veillons à ce que ceci porte sur l'étude. C'est une question d'immigration. Oui, c'est pour les demandeurs d'asile,
C'est donc strictement une question de migration et de santé. Merci. Oui, c'est portant sur la santé. Merci de la question. Donc, je vais revenir aux chiffres dans un instant parce que je vais demander de l'aide de mon personnel, mais c'est une bonne question. Le positif là-dedans, c'est que le nombre de demandeurs d'asile a réduit énormément pour 2025. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne la couverture en soins de santé, dans le budget que nous venons de déposer, il y a aussi des conditions qui prévoient certains changements en ce qui concerne la couverture. Et là, c'est donc, vous dites que le nombre de demandeurs d'asile a réduit cette année. Oui. Donc, de janvier à septembre, cette année, 33 de moins. 33 moins de personnes ont fait une demande d'asile au Canada, comparativement à l'an dernier. Donc, cette augmentation de 100 000 personnes est sur la baisse. Combien de demandeurs d'asile ont été retirés, abandonnés ou finalisés l'an dernier? Et dans celles-ci, quel pourcentage ont été acceptés? Des demandes d'asile? Là, ce serait une question pour le Conseil de l'immigration et des réfugiés. Est-ce que j'ai entendu des témoignages précédents? Ce sont des renseignements publics sur leur site Web. C'est ce que j'ai compris. Donc, ce ne serait pas du ressort d'IRCC quand vous parlez de demandes d'asile. Donc, vous n'êtes pas le ministre qui s'occupe des réfugiés et des demandes d'asile. En ce qui concerne les décisions, c'est au Conseil de réfugiés. Donc, vous leur offrez une couverture, mais vous ne savez pas quel pourcentage de réclamations sont vraies ou fausses. Le programme intérimaire fournit une couverture temporaire pour aborder ces besoins urgents et essentiels pour les réfugiés et demandeurs d'asile. C'est pour les réfugiés aussi, ce n'est pas seulement pour les demandeurs d'asile. Les réfugiés, oui, mais la majorité sont des demandeurs d'asile. Donc, de ces demandeurs d'asile, les 440 000 sont couverts avec les 900 millions. Et donc, environ la moitié, d'après ce que j'ai compris, sont considérés comme des demandes fraudulentes, fausses et qui ne sont pas acceptées. Et donc, on dépense 900 millions de dollars sur de la couverture de santé pour des personnes dont la moitié ne sont pas de vrais réfugiés. Alors, avez-vous un projet pour récupérer ces sommes pour les personnes dont la demande se révèle fraudulente? Donc, selon la loi, selon le droit international, le droit canadien, tous les droits, toutes les lois que vous pouvez examiner, nous avons l'obligation de couvrir les besoins de santé essentiels. Et même si la loi ne le permettait pas, je dirais que ça créerait beaucoup plus de problèmes pour les Canadiens si les gens sont en besoin urgent et qu'on ne les accepte pas. Donc, ça réduit la pression plus tard. Et ce que je dirais, c'est que nous avons le projet de loi C-12 et je vous encourage, vous et vos collègues, à l'appuyer parce que ça aidera à accélérer le processus de ces audiences. Et c'est une des raisons pour laquelle nous l'avons présenté. 30 secondes. Mais on dépense des centaines de millions de dollars sur des besoins des gens qui s'attendent à ce que leur demande d'asile soit traitée. Et une chose qu'on nous a dit, qui existe partout au Canada, c'est qu'on facture 5 fois plus pour une procédure dans le cadre de ces personnes. Et donc, il semble, selon mon association, ils doivent demander 2,5 de plus, mais c'est 5 fois plus. Donc, je dois demander à la ministre de répondre à la question plus tard. Vous avez dépassé votre temps. Je vous demande de vous rappeler que vous n'avez que 5 minutes pour les questions et les réponses. Si vous voulez prendre ce temps pour votre discours, vous n'avez peut-être pas le temps d'avoir la réponse. Et elle pourrait répondre plus tard si on veut lui envoyer la question par écrit. Je vais aller à M. Pawlowski pour les libéraux.
Madame Diab, vous vous attendez sûrement à la question que je vais vous poser. J'ai déjà posé 100 fois dans la même situation. Oui, nous avons trop d'immigrants dans les grandes villes comme Ottawa, Montréal, Toronto. C'est à cause des problèmes. Nous avons décidé de réduire ces chiffres. Toutefois, dans les régions rurales, nous n'avons pas assez de gens qui peuvent travailler dans différents secteurs, mais ce n'est sûrement pas aussi visible dans un secteur autre que la santé. Donc, je vais vous donner un exemple de Riverside Health, qui est à l'ouest de ma circonscription, près du Manitoba. Donc, leurs données du mois d'août indiquent qu'ils ont des travailleurs étrangers temporaires. Ils ont 43 travailleurs au soutien personnel, 2 infirmières enregistrées. Ils s'appuient beaucoup sur du personnel provenant d'agences de Toronto parce qu'ils n'ont pas assez de travailleurs. Ils doivent payer ce personnel plus d'argent. Ils ont 50 employés provenant d'agences et ils ont une pénurie de 28 infirmières enregistrées et d'infirmières auxiliaires et de personnel de soutien. Et on a aussi les services paramédicaux qui sont fermés parce qu'on n'a pas assez de travailleurs. Ils ont même fermé un centre de santé parce qu'il n'y a pas de médecins. Donc, quand on coupe, que ce soit dans les travailleurs étrangers temporaires ou les immigrants, on fait des coupes globales. Comment pouvons-nous rassurer les Canadiens des régions rurales que ces coupures ne vont pas compromettre encore davantage les difficultés dans le milieu de soins de santé? Merci beaucoup, Dr. Pawlowski, pour la question. Je n'ai pas entendu vos statistiques particulières avant, mais je sais que vous êtes un défenseur excellent des régions rurales, particulièrement sur le sujet dont vous parlez. Je sais que c'est un sujet que vous connaissez très bien. Et donc, dans le monde de l'immigration, nous appuyons les efforts de recrutement de travailleurs formés à l'étranger dans le cadre de programmes régionaux que je sais que vous connaissez et dans le cadre de projets pilotes. Donc, par exemple, le programme de candidats provinciaux. Alors, une bonne nouvelle, dans le budget actuel, dans le plan d'immigration, nous avons augmenté le programme de candidats provinciaux pour tous les programmes et territoires. Ce sera plus de 90 000 personnes en 2026. Et je sais qu'il y a beaucoup de provinces et territoires qui utilisent ces chiffres pour se doter de travailleurs de la santé, mais nous avons aussi des communautés rurales et francophones qui font l'objet d'un projet pilote. Je sais qu'il y en a une dans votre communauté et qu'ils travaillent très fort là-dessus. Et donc, je peux vous donner des statistiques. Les bonnes nouvelles, c'est que depuis 2023, il y a eu une augmentation. En fait, c'est parfois une augmentation marquée du nombre, année après année, de professionnels de la santé qui ont été recrutés au Canada et dans les provinces et territoires. Vous avez parlé des projets pilotes pour les régions rurales et du Nord. Ce sont des projets qui ont vu beaucoup de succès. Avez-vous envisagé d'augmenter ces nombres alors que nous réduisons le nombre global d'immigrants qui arrivent? Et je vous prie de demander à vos employés de vous aider aux besoins. Je sais que le programme fonctionne. Je sais qu'il est nécessaire, que les communautés rurales ont besoin de ces programmes. Et ce sont des choses dont nous parlons constamment avec les intervenants, les provinces et les territoires, et aussi avec les gens sur le terrain et dans le domaine. Je sais que les travailleurs étrangers temporaires, on a indiqué que ce n'est pas nécessairement votre domaine, mais alors qu'on veut avoir une solution à long terme, il pourrait être très utile de renouveler automatiquement les permis de travail actuels, particulièrement dans le domaine de soins de santé avec les travailleurs de soutien personnel, les infirmières enregistrées. Ce n'était pas nécessairement dans votre département, mais dans votre ministère, mais auriez-vous l'intention de collaborer parce que ça a un effet sur les soins de santé et sur l'immigration? Nous travaillons main dans la main avec ce ministère, avec Emploi et Développement social Canada. Et d'autres bonnes nouvelles dans le budget, c'est qu'il y a 33 000 permis de travail ou détenteurs de permis de travail qui devraient recevoir la résidence permanente.
Et j'espère bien que certains d'entre eux deviendront des travailleurs de santé. Et l'idée, c'est que certains d'entre eux vont aussi aller dans des régions rurales. Je vais maintenant passer la parole à Mme Larouche. Merci, Madame la Présidente. Je vais, cette fois, après avoir alterné, je vais revenir vers la ministre Diab pour faire suite à ce qu'on a discuté tout à l'heure. On s'entend que le Québec sélectionne une grande partie des personnes immigrantes en lien avec la sélection des candidats. Mais c'est le Collège des médecins qui décide qui a le droit de pratiquer. Mais le fédéral décide de ces cibles d'immigration dans chacune des catégories et il a le pouvoir de toutes les vérifications à faire la délivrance des permis de travail temporaires. Donc, quand je parle de complexité du ministère, parfois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir. L'IRCC collabore-t-il avec le Québec pour attirer les professionnels de la santé dans les régions rurales et pour faire suite un petit peu à ce que M. Pawlowski a parlé tout à l'heure, ce besoin, ce désir en milieu rural? Avez-vous cette réponse, Madame la ministre? Alors, merci beaucoup pour cette question. Comme j'ai dit en avant, le Québec sélectionne les travailleurs économiques, tous les travailleurs économiques. On administre avec le Québec le programme des étudiants étrangers, c'est vrai, mais le Québec aussi a choisi c'est la province de Québec qui choisit les travailleurs temporaires aussi et lequel il veut. C'est vrai, oui. Alors, je peux vous dire que le plan du Québec pour l'année 2026 a été publié le 6 novembre 2025 et il comprend des cibles en matière de résidents temporaires jusqu'à 55 000 travailleurs temporaires et 68 000 étudiants étrangers. 30 secondes. Est-ce que, maintenant, est-ce que l'IRCC garantit que l'immigration en santé, soutient la vitalité du français pour terminer ce tour? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? 5 secondes. We are working with Quebec. Nous travaillons avec le Québec. Ils aimeraient augmenter le nombre de francophones dans la province. Il y a des réglementations qu'ils mettent sur pied. Nous avons les mêmes échéanciers. Comme ça, nous pouvons apporter des modifications de la réglementation pour certains programme de mobilité internationale. C'est le nom du programme. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Québec pour modifier ces réglementations conformément aux changements apportés par le Québec pour augmenter cette capacité francophone au Québec. Merci. Votre temps est écoulé. Monsieur Meijeux, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre Diab. Votre ministère a approuvé 674 000 résidences permanentes. De ces 674, combien de ces médecins se retrouvent au Canada et pratiquent dans leur secteur? Ce n'est pas de l'information que j'ai de mémoire. D'accord. Ministre Michel, combien de 674 immigrants docteurs pratiquent au Canada? Réponse. Je n'ai pas l'information. Je n'ai pas cette information. Ministre Diab, est-ce que le ministère fait le suivi des médecins une fois qu'ils sont établis au Canada? Réponse. Ça ne relève pas de l'IRCC, ce sont les organisations d'accréditation et les hôpitaux qui les emploient ou les institutions qui les emploient. Est-ce que le ministère de l'Immigration sait combien de médecins sont des chauffeurs de taxi au lieu de travailler dans les hôpitaux?
Je me tourne vers ma collègue pour vous donner une réponse plus précise. Répondez à la question, s'il vous plaît. Savez-vous combien de médecins? La ministre peut se tourner vers sa fonctionnaire pour répondre à la question. Alors, quel était le rôle du ministère de l'Immigration lorsque nous faisons notre sélection? Désolé. Est-ce que le ministère suit combien de médecins travaillent dans leur secteur une fois admis au Canada? On a répondu à la question. Combien sont des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de Uber? Est-ce qu'ils suivent ce chiffre? Réponse. Pour ce qui est du statut de résidence permanent, une fois que quelqu'un est admis comme résident permanent, ils ont tous les droits et les privilèges des autres résidents permanents. Les immigrants docteurs, alors j'invoque le règlement, elle ne répondait pas à la question. Si vous posez une question, le témoin peut répondre à la question comme bon lui semble. Madame Pak. Alors, pour ce qui est de la résidence permanente, puisqu'ils sont des immigrants docteurs, ils ont l'expérience dans cette profession, ils obtiennent la résidence permanente. Ministre Diab, votre ministère octroie des permis de travail, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le cas. L'année passée, votre ministère a approuvé des permis de travail pour 1000 docteurs à l'étranger qui ont été financés par l'Arabie saoudite pour les former dans des hôpitaux canadiens. Ces gens-là ne vont pas travailler au Canada après la formation. Pourquoi est-ce que le ministère octroie des permis de travail à des médecins qui viennent de l'Arabie saoudite alors qu'on n'arrive pas à employer des médecins canadiens? Les libéraux m'ont posé la même question, comme je l'ai expliqué. Ils sont payés par le pays d'origine. Le Canada ne paie pas. Et ces gens-là ne remplacent pas des postes de médecins canadiens ou de résidents canadiens. Et ils sont là pour former nos citoyens. Ce sont des gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, dans les institutions. Je répète la question. L'année passée, et c'est une question totalement différente, l'année passée, votre ministère a approuvé des permis de travail pour plus de 1000 docteurs formés à l'étranger qui ont été financés par l'Arabie saoudite pour former dans des hôpitaux canadiens. Ces personnes ne vont pas travailler au Canada, ils vont revenir en Arabie saoudite. On forme des médecins et on les renvoie en Arabie saoudite pour qu'ils desservent leurs propres citoyens en Arabie saoudite. Ils travaillent dans des hôpitaux, ils prennent soin de nos citoyens malades. Ce n'est pas l'argent qui vient des deniers publics. Mais ils ne peuvent pas obtenir des postes. Les Canadiens essayent d'obtenir des postes pour qu'ils puissent devenir des médecins pour desservir les Canadiens. Ça, c'est à l'extérieur du système du jumelage. Ils ne prennent pas les postes des Canadiens. Votre temps est écoulé, malheureusement. Merci. Monsieur Elson, la parole est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame Michel, nous avons parlé des Canadiens sans médecin de famille. Moi, j'ai reçu une formation dans les années 80. Pendant des années, il y avait de moins en moins de postes pour les médecins, les résidents en médecine. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui a pris cette décision ou est-ce que ça relève des provinces et des territoires pour réduire le nombre de candidats dans les années 80 et 90? Réponse. Par rapport aux années 80 et 90 et par rapport à 2025, c'est une responsabilité des provinces et des territoires. C'est pas